Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de Radio M, ou c'est... Attendez, c'est le contraire. Bienvenue sur Radio M pour un nouveau numéro du Café Presse Politique. Cool. Bonjour Ersan Rabi. Bonjour. Bonjour Akram Khalil. Bonjour. Saïd Jafar. Bonjour. Bonjour. On est dans la satire déjà. Nazim Baya nous rejoindra lors de la deuxième partie de ce Café Presse Politique pour parler de la satire en Algérie, la satire en politique de manière générale. On commence par la même question. Chaque semaine, on veut savoir ce qui vous a marqué cette semaine. Saïd Jafar, on commence par vous. Alors, puisqu'on parle d'image, moi, ce qui m'a frappé, c'est une image postée par Deikha Dridi sur le Off-Post avec des arbres en plastique installés du côté de Belouizdad, juste à côté du jardin d'essai. On baigne dans le gros ridicule absolu. Et le mauvais goût. Le mauvais goût. Akram, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Bon, deux choses. La première, c'est la saisie record de 701 kilos de cocaïne dans le port d'Oran. Très, très mystérieuse saisie, opérée de manière spectaculaire par l'armée. On parle même de l'arrestation d'une personne qui serait liée à... Oui, donc on voit que ce ramadan a été l'occasion pour... tourner une saison 4 de Narcos en Algérie, c'est bien. On aura raté un ramadan télévisuel, ça aura bien réussi. La seconde, c'est la Maskirovka qui a eu lieu aujourd'hui à Kiev, avec le journaliste qui a été tué puis ressuscité pour le bien du contre-espionnage ukrainien, du SBU. C'est intéressant. À suivre. Yassine, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Deux disparitions extrêmement douloureuses, deux amis. D'abord la disparition brutale et choquante de Sami Oussedir. Sami Oussedir, fondateur de plusieurs institutions, du think tank, notamment Ibtikar, et en fait fédérateur de l'opposition en Algérie. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a donné toute son énergie pour essayer de faire que l'Algérie soit l'Algérie à laquelle il a toujours rêvé. Il nous a quittés très, très, très tôt, de manière vraiment très choquante. Il sera inhumé vendredi à Al-Jef Sidi Mohamed. Et puis la disparition dans un tout autre registre de Mohamed Salah, un ami, Mohamed Salah, le commentateur de la radio avec qui j'ai beaucoup joué au football, un personnage très en couleur, très gai, très aimant la vie, etc., qui était malade et qui a rendu l'âme cette semaine-là. Mohamed Salah, c'est la voix de l'Algérie triomphante de Khichon en 1982. C'est la voix de l'Algérie heureuse. Quand on entend la voix de Salah en train de dire Assad Belloumi, on vibre et on pense à cette Algérie heureuse des années 80. Qu'il repose en paix. Je rappelle simplement que, comme vous l'avez dit, l'inhumation de Sami Oussedir se fera ce vendredi, après la prière du vendredi au cimetière de Sidi Mohamed. Et je rappelle que le soir même, au siège du MBS, je pense que c'est à Alger Centre, le siège du MBS, il y aura une soirée d'hommage à Sami Oussedir où sera projeté toutes ses dernières interventions à la télé pour un peu se souvenir de son combat, de sa lutte et de son mouvement Ibtika. Donc c'est ce vendredi 1er juin soir, à partir de 22h, au siège du MBS à Alger Centre. MDS, pardon. MDS. Et non, voilà, au Télémi et non le MBS. On commence donc par la politique. Ce qui a marqué cette semaine, c'est aussi cet appel, cette lettre adressée par 14 personnalités de tous bords au président de la République, lui demandant de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2019. Donc c'est un appel qui rappelle un peu l'appel des 19, qui est mort quelques semaines après. Première question, quand vous avez
Yassine, vous avez été le premier à nous parler de cet appel il y a quelques semaines, disant qu'il y avait un appel qui était en préparation. Il y a beaucoup de personnalités, anciens premiers ministres, chefs de parti. Est-ce que c'est un appel crédible? C'est la première question que j'ai envie de poser lorsqu'on voit la composition de ceux qui ont fait cet appel. Est-ce que c'est crédible aujourd'hui de demander au président de ne pas être candidat? Alors, avant de répondre à ta question, Khaled, c'est vrai que j'ai fait référence à un appel qui était en préparation, mais c'était pas celui-là. Ah, c'était un autre. C'était un autre, et c'était justement Sami Oussedir qui m'en avait parlé, qui me disait que nos trois anciens, j'ai revu avec très grand plaisir à l'occasion d'un grand malheur, donc le maître Ali Yahya Abdel Nour, général Benil et Ahmed Talib Ibrahimi préparaient un deuxième appel, et c'était de ceux-là qu'il m'avait parlé. Je peux me permettre de le dire aujourd'hui parce que je pense que ça se fera quand même, mais voilà, on fait le teasing. Celui-là est plutôt une surprise. Celui-là était plutôt une surprise parce qu'il y a des signataires de cet appel qui étaient dans une autre dynamique, celle d'un appel à l'opinion algérienne pour refuser les solutions bricolées et pour refuser le 5e mandat et pour changer de système. Et cet appel-là a pris beaucoup de temps, le laboratoire a un peu disjoncté, et donc il n'y a pas eu d'output pendant plusieurs mois. Et quelques-uns de ceux qui étaient dans cette dynamique ils l'ont pas quitté complètement, mais je trouve que quelque part, il y a un changement d'attitude en acceptant d'aller interpeller plutôt le président de la République pour lui demander de ne pas se présenter. Moi, j'ai été vers les animateurs, quelques-uns des animateurs de la dynamique pour interpeller le peuple algérien pour sortir du processus du 5e mandat. Ils étaient assez critiques quand même, parce qu'ils considèrent que c'est peut-être le constat d'un échec, et je peux dire aujourd'hui que d'en arriver à mai 2018, après les étapes par lesquelles nous sommes passés, à s'adresser ainsi au président de la République, ça peut se défendre, ça peut se comprendre, avant de passer à autre chose éventuellement, mais c'est une soupe amère. Ça ressemble quand même à un constat d'échec. Sarid, comment vous avez réagi à cet appel? Disons que j'aime mieux ça que de voir, il y avait certains de ces signataires qui insultaient les Algériens de se laisser faire. Je préfère mieux qu'ils fassent ce genre d'appel plutôt que de s'en prendre aux Algériens. Parce qu'on est tous dans une situation, disons-le, d'impuissance, d'incapacité à mobiliser et à organiser une opposition à un 5e mandat, et du coup ça amène beaucoup de gens à insulter les Algériens comme si se détachaient des Algériens. Eux, ils sont à l'extérieur. Donc je préfère quand même qu'ils fassent ce genre d'appel, même si j'y crois pas, parce que je crois que le président Bouteflika n'écoute pas, n'entend pas, et c'est un appel qui va vers un mur, hein. Mais je préfère quand même ça. C'est un appel positif pour vous? C'est positif? Je m'abstiens de critiquer des gens qui essayent de faire quelque chose. Parce qu'on est réellement dans un vrai marasme, hein, il faut le dire. Et donc, quand les gens essayent de faire quelque chose, même si on n'est pas d'accord, même si on doute de l'efficacité, on ne leur jette pas la pierre. Akram. J'ajouterais le président n'écoute pas, n'entend pas. Le président ne lit probablement pas. Ça fait beaucoup de temps qu'on ne l'a pas vu avec des lunettes de lecture ou bien en train de lire un document. Donc j'ai de gros doutes sur le fait qu'il puisse lire cet appel-là, et donc de l'utilité de cet appel. Sachant que personne n'allait le lui lire. Donc il aurait peut-être mieux valu en appeler à la population, à l'opinion nationale, aux partis politiques ou bien aux autres acteurs politiques à l'intérieur du pouvoir qui, eux, peuvent être à l'écoute et qui, eux, pourraient peut-être entreprendre des actions pour un changement, pour une sortie, au moins une sortie par la grande porte de ce régime actuel. Vous pensez qu'on lui a même pas transmis cette lettre? C'est possible qu'il ne soit pas au courant de cet appel, comme peut-être de celui des 19 l'année dernière. C'est possible. Je ne vois pas pourquoi on le lui lirait. On n'est pas dans la conjoncture où on informe le président de tout. Non, on peut même habiller sur la chose en disant que c'est trivial, c'est pas important. Voilà, et donc on lui transmet pas. Voilà. Donc,
La composition des signataires, Hassan Qadi, qu'est-ce que vous avez à en dire? C'est éclectique, c'est très éclectique, c'est plutôt bien que ce soit éclectique. Est-ce que c'est pas un peu trop éclectique, non? Non, il faut que ça soit éclectique, il faut que toute l'Algérie soit représentée. J'aurais voulu qu'il y ait plus de signataires, plus de personnalités. Il y en a qui ont refusé de signer. Akram Khrif va nous dire pourquoi. Non, Akram Khrif va nous dire pourquoi si, voilà. Et donc... Voilà, moi je m'arrête un instant sur l'exercice et la difficulté de l'exercice. Parce qu'il y a quand même des personnalités qui sont dans un discours relativement radical de rupture par rapport au 5e mandat. Je prends pour exemple Sofiane Djilali. Je trouve qu'il y a un effort dans cet exercice, c'est pas évident, d'essayer d'interpeller ce qui pourrait rester de bon sens, patriotique, chez le président de la République pour lui dire, bon, laissons l'histoire juger de ton bilan. Nous, on ne va pas juger de ton bilan. Peut-être qu'il y a de bonnes choses. Il faudra du recul, les années, etc. Enfin, voilà. En plus, c'est vrai qu'il faut du recul. Peut-être qu'on va apprécier les années Bouteflika différemment dans 20 ans pour ceux qui seront ici. Et donc, mais par rapport au court terme, vous n'êtes plus en situation de conduire le pays parce que les échéances, les défis qui l'attendent sont des défis importants, etc. Et vous ne rendez pas service à ce pays que vous aimez en vous portant encore une fois candidat. Surtout, n'écoutez pas votre entourage, n'écoutez pas les gens qui vous disent c'est à vous, il n'y a que vous qui pouvez sauver ce pays. Cet exercice-là, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien amené parce qu'en même temps, il était sur une sorte d'incantation, sur une interpellation qui se voulait plutôt bienveillante. En même temps, on sentait à tout moment, à chaque tournure de phrase, la volonté de dire nous serons là pour faire en sorte que ça ne se passera pas, et une forme de menace en creux qui, nous, on accompagnera le mouvement qui vous empêchera de le faire. Et donc, de ne pas laisser cette menace transparaître plus que ça, pour rester sur une tonalité qui est une sorte de quête, de demander ça à ce qu'ils réagissent de manière rationnelle, j'ai trouvé que l'exercice était plutôt réussi. Et de ce point de vue-là, cela mériterait que le président Bouteflika lise ce texte. Akram vous a proposé de signer cet appel et vous avez refusé? Non. Est-ce que vous l'auriez... J'avais pas mes lunettes de... Est-ce que vous l'auriez signé si on vous l'avait demandé? Non. Non plus. Non, probablement pas. Non. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes. Je pense que le président Bouteflika est conscient de sa position actuelle, qui est que il a toutes les cartes en main pour sortir par la grande porte, pour être vraiment celui qui aura fait rentrer la démocratie en Algérie, qui aura changé ce système, parce que on l'a dit tout à l'heure, l'histoire jugera ses accomplissements. Parmi ses accomplissements, il y a eu de nombreux gestes contre le système aussi. Il a déstructuré l'appareil sécuritaire, il a diminué de l'influence de l'armée, etc., etc. Donc, Abdelaziz Bouteflika, aujourd'hui, conscient de son pouvoir et conscient de la possibilité de ce changement positif pour l'Algérie et pour les Algériens, ne le fait pas. Tu aurais dû signer ce texte-là. Tu es dans la tonalité. Et pour la composition, et pour la composition, Saïd Jafar, est-ce qu'on peut dire que l'opposition est en train un peu de se réunifier? Parce qu'il y a beaucoup de membres de la plateforme de Zeralda qui sont signataires de cet appel. Ce qui est normal. Moi, plutôt, pour reprendre ce que disait Hassan, en fait, c'est un exercice de style qui va aller en direction d'un homme qui est dans une bulle, et donc il ne va pas recevoir cet exercice de style. C'est-à-dire, on est en deux mondes parallèles, c'est-à-dire c'est un appel qui est destiné à quelqu'un qui en fait ne veut pas recevoir il ne le veut pas, à mon avis aussi. Personnellement, je pense qu'il ne le veut pas, et qu'il est assez conscient de l'idée qu'il veut rester jusqu'à la mort au pouvoir. Il veut mourir en exercice. C'est ce qu'on le ressent. Beaucoup d'Algériens le sentent. Il veut être un peu de l'image de Boumedienne et mourir en plein exercice pour créer un peu un émoi assez particulier que quand on n'est pas en exercice. Donc, voilà, c'est ça la limite de l'appel, même s'il y a un effort de style, etc., mais le destinataire n'est pas là. Hassan, vous êtes un grand admirateur de Zeralda, pas de la ville, mais de la plateforme de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas une manière pour l'opposition aujourd'hui de serrer les rangs en prévision de 2019, cet appel?
Enfin, il faut noter quand même que toute l'opposition à Zeralda n'était pas dans cet appel. Il en manquait des gros. Ahmed Benflis n'a pas signé, le MSP n'a pas signé, le RCD n'a pas signé. Donc, les représentants de partis politiques importants dans le processus de Zeralda n'étaient pas dans cette dynamique. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une continuation de Zeralda. Il y a Ahmed Ben Mitour, essentiellement Ahmed Ben Mitour et Soufiane Djilali, qui incarnent un peu ce processus. Non, moi j'aurais souhaité que ça soit effectivement un geste de toute l'opposition qui choisisse de le faire, mais c'est une sorte de main tendue avant une éventuelle bataille politique, qui peut être une bataille dans la rue d'ailleurs, dans la rue au sens où des manifestations pacifiques, etc. Une mobilisation, un peu ce qui se passe en France entre ceux qui veulent faire la fête à Macron et les macronistes, c'est-à-dire on se déploie et on compte nos troupes en Algérie cet exercice n'est pas possible. L'opposition a poussé au changement à un moment où la dynamique était plutôt bonne juste après l'élection de 2014. Elle s'est effritée depuis, il y a eu les élections législatives qui l'ont dispersée. Aujourd'hui, une partie de ces membres-là, on arrive à faire cela. Moi, je souhaiterais que cela n'aiguise pas, que cela n'estompe pas, n'affaiblisse pas leur sens de la lutte. Maintenant, il y a l'autre son de cloche qui s'est aussi exprimé, Mohamed Ben Chikou, notre collègue journaliste, j'espère qu'on l'aura un jour avec nous au Café Presse Politique pour soutenir son point de vue, dit il ne s'agit pas de demander au président de partir, il s'agit de le faire partir. Et la question c'est comment ? Alors, si lui s'adresse à l'armée pour que l'armée le fasse partir, bien sûr qu'on n'est pas d'accord. S'il s'adresse aux Algériens pour qu'ils le font, on attend que cela se fasse et on espère qu'un jour ça se fera si lui ne parle pas de lui-même. Est-ce qu'on peut considérer que cet appel des 14 en direction du président est aussi destiné à l'armée, à Kalam Khalif ? Non, je ne pense pas. Non. On ne le voit pas, ça ne transparaît pas. Là, le message est direct, il est adressé au président Bouteflika. Il est extrêmement poli, comme l'a relevé Hassan tout à l'heure. Il est poli, mais il y a derrière aussi un soupçon de menace. Je ne pense pas que ça s'adresse à l'armée. Je ne pense pas non plus que l'armée puisse faire quelque chose vers l'opposition. Le principal souci aujourd'hui, c'est que, encore une fois, la question de l'avenir politique de l'Algérie est liée directement à la vie, à la personne de Bouteflika et non pas aux échéances politiques. On a une échéance politique très importante qui est l'élection présidentielle de 2019 et l'opposition. Et je veux dire l'opposition structurée, les partis et l'opposition informelle de ce type-là ne se positionnent pas par rapport à ces échéances-là. Et il y a un sentiment d'abandon et il y a un sentiment aussi d'acceptation à la fois de la fraude et du non-jeu politique. Pour aller plus loin, je crois que le régime entier accepte l'idée que ça va se passer entre eux-mêmes. Et je vais risquer même une hypothèse. Les mauvais traitements qu'on inflige à Ouiahia par le président, en fait, c'est qu'on le pousse à être le lièvre, c'est-à-dire le Benflis de 2019. Je pense que c'est ça le scénario du régime. C'est amener, en fait, pousser petit à petit Ouiahia pour la sortie et l'amener à être le Benflis de 2019. Et ils vont jouer ça entre eux, et nous, on peut hurler. C'est ça, c'est ça leur message permanent. Mais c'est une hypothèse sur Ouiahia. Mais pour en revenir à l'armée, je ne vois pas pourquoi l'armée, qui a toutes les garanties de décider de l'après-Bouteflika à sa mort, fasse quoi que ce soit avant. Il n'y a aucune raison. Aucune. L'armée est totalement capable de décider le jour du décès du président, que Dieu lui donne vie, de décider qui sera président. Elle n'a pas aujourd'hui à intervenir de manière comment dire, directe et de manière même, j'allais dire, sale, face à l'opinion publique internationale pour le destituer ou pour faire quelque chose contre lui. Est-ce qu'il est envisageable, comme vient de le dire Saïd Jaafar, que Ahmed Ouiahia se porte candidat contre Abdelaziz Bouteflika en 2019 ? C'est une hypothèse. Non, si tu veux.
C'est-à-dire que ça va jouer dans la maison. C'est clairement... C'est pour ça que le message, la lettre des 14, tombe un peu... j'ai dit, sur le principe, j'ai rien contre. Mais elle tombe à plat parce que tu t'adresses à un régime qui a décidé de nous ignorer totalement, qui a décidé d'ignorer les Algériens et d'organiser le jeu entre soi et d'affecter les rôles. Et c'est pour ça que j'ai peut-être exagéré en suggérant que ça sera ou Yahya qui sera le lièvre, mais c'est une possibilité. Voilà. Et ça se jouera comme ça. Ils généreront un lièvre de l'intérieur qui va accompagner la réélection du cinquième mandat. Et voilà. Tout est possible en politique en Algérie, comme tout est possible aussi, comme c'est le grand dossier de cette semaine, à part cet appel des 14, c'est cette grande polémique dans notre pays, Saïd, sur ces documents d'état civil qui sont payés. Le ministre de l'Intérieur a eu à intervenir, apparemment pour donner de fausses informations, des renseignements qui ont été vérifiés par plusieurs sources médiatiques. Comment vous avez réagi, vous aussi, à cette nouvelle loi dans la loi de finances complémentaires qui incite les Algériens à payer pour leur carte d'identité biométrique et pour leur passeport, et ce n'est pas des sommes dérisoires? C'est la disproportion qui choque. Hein. C'est le fait de passer de 200 dinars à 2500 dinars qui est totalement absurde et injustifié. Il y aurait eu doublement de ce chiffre-là, ça aurait été logique. Mais les gens sont très très perturbés. Les gens sont conscients que ces sommes-là, malgré leur importance, restent quand même dérisoires, restent à leur portée. Ce ne sont pas des sommes astronomiques. J'ai beaucoup entendu ou lu des détracteurs et des défenseurs de cette décision-là en disant que la majorité des Algériens dépensaient ces sommes-là pour du flexi ou pour autre chose chaque mois ou chaque semaine. Donc, les sommes ne sont pas importantes, mais c'est la brutalité de ce passage de sommes dérisoires symboliques à de véritables taxes qui choquent et qui perturbent. Mais quand on a un passeport à 10 000 dinars pour un salaire minimum de 18 000 dinars, là, c'est totalement perturbant. Dans ce cas-là, je ne pense pas que tout le monde puisse se permettre ça. Dure 10 ans, ce qui est quand même, ça réduit quand même. Mais en fait, le vrai problème, c'est encore une fois l'incapacité des gouvernants à expliquer leurs décisions de manière très simple. Ils n'arrivent pas à transmettre à des citoyens, puisque là, on est en plein règle, on va taxer les citoyens, mais expliquer pourquoi. Il n'y a aucune explication. C'est vrai que les gens sont choqués, que tu passes de 200 dinars à 15 000 dinars, ça choque. Mais en même temps, au milieu, il n'y a aucun effort. 2500. Est-ce que ça vous a choqué, Hassan ? Oui. Enfin, c'est pas encore acté. Hein. Et moi, en fait, ce sont les propositions du gouvernement. Ça sera acté demain. Il y a un conseil des ministres, on est mercredi, c'est le jeudi. Non, moi, dans cette valse hésitation par rapport à la loi de finances complémentaires pour 2018, on peut voir plusieurs choses. Évidemment, ici au CPP, on s'est beaucoup intéressé au processus protocolaire et fait la formule de Saïd Jafar. On a l'impression que le Wagmers ne travaille plus entre le palais du gouvernement et le palais de Mouradia. Ça dit des choses sur la volonté de faire monter au maquis, entre guillemets, le Premier ministre. Mais ça dit aussi, à mon avis, beaucoup de choses sur l'hésitation du régime, sur où est-ce qu'on peut mettre le curseur aujourd'hui. À une année d'élection présidentielle, entre deux contraintes. La contrainte de l'austérité, il faut continuer à serrer parce que le pétrole, il faut qu'il porte au-delà des $100 pour rééquilibrer le budget. Et ça ne va pas effacer les déficits cumulés précédemment. Il faut toujours rappeler que c'est la planche à billets qui est en train de compenser le déficit budgétaire en ce moment. Donc, cette contrainte économique, il faut faire des choses. Il faut réduire les dépenses et donc augmenter aussi les recettes si on ne réduit pas les dépenses comme il faut. Et l'autre contrainte, c'est de ne pas chambouler le réseau clientéliste qui permet au régime de Bouteflika de continuer à durer et qui permet à Bouteflika de diriger l'Algérie sur des roulettes, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Et le point d'équilibre, c'est vrai qu'il est difficile à trouver. Le Premier ministre, on lui demande de le trouver dans le sens plus d'économie, plus d'économie au sens austérité.
Et puis le politique réfléchit plus à l'échéance. Et ça fait cette vaste hésitation, des taxes qui montent, qui redescendent, qui sont éliminées, etc. Ça peut continuer longtemps en fonction de différents paramètres, en fonction de ce qui se passe dans la société, du prix du pétrole, etc. Mais ça dit profondément là aussi les hésitations du pouvoir. Saad, cette répétition d'hésitation est totalement suspecte. À un moment, le président aurait dû interpeller son Premier ministre en lui disant « Maintenant, on a une échéance politique, ne sort plus des jalons. Ou bien le changer. » Ça, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. On a aussi cette même attitude par rapport aux grévistes, aux médecins grévistes. On a cette attitude face aux autres types de grèves qui ont été traités de manière normale. Donc, il y a une sorte de schizophrénie à l'intérieur du pouvoir qui est totalement incompréhensible. C'est-à-dire, tu as deux hypothèses. Soit où Yahya n'en fait qu'à sa tête, ça me paraît improbable. Non. Soit l'autre hypothèse, on le laisse faire pour le rabrouer à chaque fois et le mettre la tête à claque qu'on donne à l'opinion publique de manière systématique jusqu'à l'énerver. Peut-être qu'ils vont réussir à l'énerver et à être Et en faire un candidat. Et vous parlez de Ahmadou Yahya. Est-ce que c'est pas aussi un mauvais point pour le ministre de l'Intérieur qui est sur une rampe de lancement depuis plusieurs mois et qui est le ministère de tutelle de tout ce qui délivre l'état civil? Est-ce qu'il peut être le perdant de cette affaire puisqu'il a fait marche arrière un petit peu en déclarant hier que ces augmentations sont toujours à l'étude? Est-ce qu'on peut s'attendre à une marche arrière du gouvernement demain? C'est possible. On l'a vu à maintes reprises. On a vu le président désavouer les décisions du Premier ministre. Il y a eu des rumeurs aujourd'hui sur une annulation demain de toutes ces taxes. Oui. Voilà. Et puis, il y a déjà une marche arrière, c'est celle sur l'interdiction des importations. Donc, mais là, ceux qui ont fait la pression, ils sont apparemment plus puissants que la rue, que le peuple algérien. Un mauvais point pour Nourdine Bedoui, cette affaire sur l'état civil? D'avoir dit que c'était pas encore acté, que c'était pas. Ou d'avoir un peu avalisé cette augmentation. Je réponds pas aux autres questions. Il y a une question que je voulais que tu me poses, tu me l'as pas posée, donc je boude. Alors il faut la poser. Est-ce qu'on m'a proposé de signer l'appel de En fait, vous êtes. Tu l'as demandé à En fait, vous êtes. Oui, parce que vous m'avez mis sur une fausse piste. On m'a demandé de signer. Et vous êtes vexé de ne pas avoir été. Non. On m'a demandé de signer une pétition pour le départ de Madjer. Voilà. Et vous l'avez signé? Non. Bon, on ne l'a pas encore proposé. Madjer qui a fait une conférence de presse aujourd'hui à 15h pour s'expliquer sur les prochains matchs amicaux contre le Cap-Vert et le Portugal. Merci à vous, c'est la fin de cette première partie du Café Presse Politique. On se retrouve dans un tout petit moment, restez avec nous. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse, politique. Bienvenue au Café Presse Politique, de nouveau sur Radio M en direct avec nos invités Hassan Radi, Saïd Jafar, Akram Khaliev et Nazim Baya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du site El Manchar. C'est votre premier CPP? Ouais. Oui, alors c'est le premier, j'espère que c'est pas le dernier. Vous avez vu, puisque vous êtes Manchar, je vais faire une petite blague, je le fais rarement. Je ne sais pas si vous avez vu une image qui circule. Oui, je fais très très mal. C'est une image qui circulait hier sur Facebook avec Bouteflika qui écrit jamais, et devant jamais il y avait une photo de la Peugeot 405.
Jamais 405. Donc, c'est par rapport... On est resté dans le premier sujet. Voilà. Donc, pour ça que c'est une photo. nous sommes ici pour parler de la satire en politique en Algérie. Pourquoi ? On va se baser en fait sur une information que vous avez publiée sur El Manchar et qui a donc piégé Marine Le Pen, la femme politique française, chef du parti du Front National, qui est devenu d'ailleurs le Rassemblement National depuis. Et comment s'est fait cela ? Comment vous avez pu piéger Marine Le Pen ? Nazim Baya, racontez-nous. En fait, on ne l'a pas piégé. C'est juste qu'elle a repris... On a publié un faux tweet qui félicitait Mahmoudou Gamassa d'avoir... elle le saluait pour son acte héroïque. Et juste après, elle disait si tous les migrants escaladaient les immeubles avec autant de dextérité, bah bonjour les cambriolages. Et donc du coup, ça a diffusé sur... Bonjour les cambriolages, on n'est pas dupes. Voilà, ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Et donc ça a diffusé sur Facebook. Et elle a repris le faux tweet et elle a précisé que c'était un fake. Et ce tweet était votre idée ? Voilà. C'est vous qui l'avez publié. Et donc Marine Le Pen a pensé que c'était un vrai faux tweet, en fait, c'est ça. Et elle a réagi. Elle a réagi en pensant que c'était une attaque contre elle. Voilà, exactement. Elle a réagi en pensant que c'était fabriqué par des opposants politiques ou je ne sais quoi. Et elle a dû se dire que ça allait nuire à son image. Et donc, du coup, elle a rectifié le tir en précisant que c'était et en menaçant de poursuites judiciaires. Exactement, oui, ouais. alors que dans le faux tweet, il y a bien une allusion à la satire. Il y a la signature de Manchar. Il y a la signature... qui dit bien qu'il s'agit d'un faux, un vrai faux, quoi. Voilà. Qu'il n'y a pas une tentative de duper l'opinion. Oui, mais pour elle, comme pour beaucoup de gens qui ont été piégés par le Manchar, ils pensent que c'était un journal qui n'est pas satirique. Et non, dans ce cas-là... En fait, ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen va ester Manchar en Algérie, parce qu'il est de droit algérien, il est en Algérie, il n'est pas poursuivable en France. Donc elle va venir ici déposer plainte, on va s'amuser, quoi. En fait, je ne suis pas poursuivable ni en France ni en Algérie parce que le Manchar n'est pas enregistré. Tu aggraves ton cas. Merci pour cet aveu en direct sur Radio M de Nazim Baya. Moi, j'ai sauvé ma mise, toi, tu aggraves ton cas. Le tweet de Marine Le Pen... quand un média algérien arrive aussi à piéger des hommes politiques à l'étranger. Sur le plan de la satire, je ne pense pas qu'on soit battable sur le plan international. Hein, il y a d'autres journaux. Et puis, El Manchar a fait ses preuves depuis des années maintenant que... En fait, je me suis toujours posé la question sur cette concurrence avec la vie réelle, l'absurdité de la vie réelle que subissait El Manchar, qui devait à chaque fois faire mieux. Et c'est vraiment un gros challenge, à mon avis. C'est pas la première fois que vous piégez indirectement, sans le vouloir, des médias, algériens ou étrangers. Est-ce que c'est pas à chaque fois une victoire d'être repris par un média étranger en pensant que c'est une vraie info? C'est ça l'objectif, en fait. Un sentiment de jouissance. Je peux pas vous dire. On passe de la jouissance à la lubrification de qui? De Akram Khalid il y a quelques semaines. Donc c'était, oui. Hassan? Non, moi je voulais, non vraiment, sincèrement, moi je suis très très content que Nazim Baya ait accepté de venir nous rejoindre aujourd'hui au CPP parce que c'est un diamant, c'est un talent pur. Pour ceux qui ne suivent pas le Manchar tout le temps sur les réseaux sociaux, moi j'ai la chance de recevoir sur Twitter, c'est toujours bien vu, c'est aiguisé, c'est équilibré, c'est juste politiquement, en tous les cas pour moi. J'imagine qu'il y en a qui peuvent être choqués par certaines des positions de... Mais c'est... Alors l'inspiration c'est peut-être Gorafi, le mot qui définit le plus le Manchar, c'est absurde, mais ça nous tourne tellement, nous autres Algériens, en dérision, nous tous, pouvoir, peuple, individu, etc. C'est très très fort. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Voilà, je tenais absolument à dire ça comme ça, et que ce soit des jeunes qui le fassent aujourd'hui de cette façon-là, c'est magnifique. J'espère que le président de la République aussi regarde le Manchar. Tout à l'heure, on parlait des 14. Oui, ça m'étonnerait. Nazim Baya, est-ce que c'est facile de diriger un média satirique en Algérie? Je devine votre réponse. Comment est-ce que ça se vit, ça, tous les jours? Je ne sais pas si c'est dur ou pas. Rien n'a changé dans ma vie. Moi, je continue de me réveiller le matin, d'aller travailler, puis rentrer. Faut pas imaginer que le Manchar... est un grand média avec un siège, des locaux. En fait, le Manchar, je le gère comme on gérait un blog. Je fais ça depuis chez moi.
On travaille en équipe. Actuellement, on est 4. Chacun travaille chez soi. Il rédige son papier, il me l'envoie, je le publie. Et puis c'est tout. Et voilà. Est-ce que vous êtes un peu l'espoir de la satire en Algérie quand on voit qu'il n'y a pas... Est-ce que vous considérez qu'il y a encore de la place pour la satire et de la satire politique en Algérie ? L'Algérie a un très gros potentiel concernant la satire. En fait, tout le peuple a du potentiel. Il n'y a qu'à regarder Facebook, c'est vraiment... Il y a des publications à se tordre de rire. Après, il faut vraiment organiser ça en institutions, en journaux. Ça, on n'a pas la capacité de le faire. Et ça, c'est à cause du financement. Parce que même le Manchar a vraiment beaucoup de mal à trouver des financements pour pouvoir fonctionner. Parce qu'il est satirique ? Je ne sais pas si c'est parce qu'il est satirique. On vous a payé en faux billets. Mais on a vraiment du mal à le faire fonctionner comme un média à part entière. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la satire En fait, le pouvoir n'aime pas la satire. Moi, je me souviens, on a travaillé avec Beya Gasmi, elle avait fait un hebdo qui s'appelait L'Époque. J'étais actionnaire, d'ailleurs. C'est de l'argent perdu, mais c'était sympa. Donc, c'était un truc de très bonne facture. Et il a vécu le temps de bouffer son capital. Zéro publicité. C'est-à-dire toute une année, il n'y a pas eu de publicité. Et Beya a rencontré des hommes d'affaires. Il dit, pourquoi vous me donnez ? Il dit, écoute, moi je peux te donner de l'argent en dessous de la table, mais je ne te donne pas de la publicité parce que je vais le payer très cher. Mais elle lui explique, Beya, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes juste satiriques. On essaie de rendre les choses gaies. Il dit, non. Du moment que vous riez, vous êtes dans l'opposition. C'est ça qui est intéressant. Le pouvoir réfléchit comme ça. Je vais encore une fois sortir mon laïus sur le e-payment. Ça montre à quel point ce pouvoir est vicieux. Le fait d'avoir bloqué les capacités de paiement électronique au peuple, c'est une façon de bloquer toute mobilisation et tout crowdfunding qui apporterait une alternative au financement classique du type ANEP ou du type publicité contrainte de grands annonceurs. On aurait aimé que El Manchar vive des dons du crowdfunding de ses lecteurs, qui, je pense, auraient été aussi très heureux de payer et de contribuer. C'est envisageable. Moi, personnellement, je ne m'en plains pas. On a toujours fonctionné en tant que bénévole et on va continuer à le faire. Tant que ça m'amuse, je le fais. Alors ça amuse, ça nous amuse beaucoup nous aussi, mais ça peut aussi, c'est utile socialement et politiquement. Moi j'ai beaucoup aimé la réaction de Nazim Beya à la réaction de Marine Le Pen, qui lui disait alors on n'est plus Charlie maintenant. Ben oui, parce qu'en fait tourner en dérision Marine Le Pen, ce que fait Charlie tout le temps, mais il le fait souvent il est islamophobe. Charlie, il est devenu encore plus Charlie Hebdo, encore plus malheureusement depuis les terribles attentats qu'il a subis. Et quand on soutient Charlie, en principe, on soutient la liberté d'expression. On est en mesure de rire de ce genre de choses. Et j'aurais pensé que Marine Le Pen rit de ce texte et qu'elle ait pris au premier degré et qu'elle ait eu peur. C'est un humour qu'elle n'a pas. Oui, qu'elle ait pris au premier degré. Ça montre quand même cette tolérance à géométrie variable par rapport à la satire, par rapport au rire, y compris dans le pays, l'un des principaux pays de la satire. Il ne faut pas oublier qu'en France, un des journaux qui vit le mieux encore aujourd'hui, journaux papier, c'est le Canard enchaîné. Et donc voilà, c'est quand même, ça a révélé des choses. Moi, de ce point de vue-là, je pense que c'est un vrai moment. L'autre chose un peu risquée, je ne sais pas ce que tu en penses, Beya, c'est Nazim, c'est le fait que aujourd'hui il y a eu ce papier de Libération qui remet un peu, rejette un peu. Il y a une ambiguïté. La façon dont il a été titré, on l'a vu tout à l'heure ensemble sur son terminal. On peut penser que Marine Le Pen a réellement dit ces propos-là. C'est pour relancer le débat. Et on sent un peu une tentative de récupération de la gauche entre guillemets caviar que représente Libération pour essayer de confondre encore plus l'extrême droite française. Et pour revenir chez nous, peut-on rire de tout en Algérie ? On connaît la réponse.
On vous la pose à vous principalement, Nazim. Est-ce que parfois, il y a des blagues que vous refusez de faire parce que ça touche à des sujets sensibles? Je vais vous refaire la réponse de des proches quand même. Oui, c'est possible, mais pas avec n'importe qui. Et nous, à Al-Manchar, on évite de rire de tout ce qui est religion, tout ce qui est touche à la religion. Sinon, à part ça, je ne vois vraiment pas. C'est open space. Je rappelle que la loi interdit de moquer certaines personnalités politiques en Algérie. Notamment le président de la République, le prophète. Non, qui n'est pas une personnalité. Est-ce que la loi interdit de rire de Abdou, le président directeur général de Sonatrach? Je fais référence à une super publication de Manchar qui est consécutive à donc le mucho du président directeur général qui demande au PDG de Sonatrach alors on en est où avec comment ça se passe avec Exxon. Et donc la photo la photo j'ai trouvé qu'elle était borderline parce qu'on a bon je vais pas la décrire, je laisse moi parler. Donc on se permet parfois d'être borderline à Al-Manchar, de flirter avec les interdits. Je vous ai déjà dit, à part la religion, il n'y a pas d'interdit pour le Manchar. Voilà. En fait, c'est ça. Ce qui est politique, il se permet mais il s'interdit d'aller vers le sacré. Mais de toute façon, tous les pays ont leur interdit. Pas que l'Algérie. En France, on se permet le blasphème, mais il y a d'autres sujets qui sont interdits. Comme la Shoah. Donc chaque société a ses tabous, chaque société... Donc voilà. Saïd, vous avez travaillé à l'époque, vous avez été actionnaire. Est-ce qu'il y avait des sujets tabous ou est-ce qu'on pouvait rire de tout à l'époque? C'était un hebdo très bien écrit. Il y avait le hic qui était le hic, là, il était dedans, Hicham. Hassan a participé. Avec un pseudonyme. Avec un pseudonyme, j'arrivais pas à assumer tous mes... Non, nous, notre trajectoire personnelle, tous, on était dans l'opposition, mais le projet en soi n'était pas d'en faire un porte-parole d'un parti d'opposition. C'était une manière de se moquer de soi-même aussi. Hein, donc, mais bon, qui n'a pas été. On se moque de soi et ça n'est pas apprécié par. Hassan, on peut rire de tout en Algérie selon vous? Est-ce qu'on a le droit? Moi j'aimerais, si on pouvait rire aussi de certains aspects de la religion, moi ça me déplairait pas parce qu'il y a quand même évidemment des excès là-dedans, il y a des aspects de cette vie, on en rirait beaucoup d'ailleurs. On en rirait beaucoup parce que plus le tabou est fort, à mon avis, plus ça voilà, on se déride par rapport aux transgressions. Ça aide à bien fait de préciser et de dire le sacré, pas la religion. Oui. Il faut faire la part. Se moquer des imams stupides qui font des fatwas idiotes, c'est même nécessaire, c'est même salutaire, il faut le faire. Ce n'est pas se moquer de la religion, c'est se moquer de tartuffes, de malades mentaux. Hein, parce qu'il y a des fatwas tellement absurdes qu'il faut effectivement les caricaturer et se moquer d'eux. Voilà. Non, pardon. Mais c'est pas la religion. Il n'y a pas de raison d'attaquer la religion. Soit blesser les gens dans leur foi, c'est inutile. Voilà. Non, mais ça, on le fait quand il y a une fatwa stupide. On peut attaquer des imams, mais la religion en tant que telle, non, on s'interdit ça. Voilà. Est-ce qu'on vous a déjà demandé une fois de ne pas s'attaquer à telle personne ou de vous recadrer Non, est-ce que vous avez retiré une publication déjà? Non, jamais. On n'a jamais reçu ni de pression, ni de plainte. Est-ce que vous dérangez aujourd'hui en tant que Manchar? Est-ce que vous considérez que vous dérangez? Je pense pas, non. C'est comme la lettre des 14. Déjà, on ne jouit pas de... Oui, ça c'est... Notre visibilité n'est pas très importante. Et notre lectorat n'est pas très large. Donc du coup, ça a amoindri notre influence. Ça de 1. C'est à cause du français? Oui, c'est à cause du français. C'est la barrière de la langue. Et le deuxième truc, c'est... je pense que finalement, on est des clowns.
Pourquoi vous ne pensez pas faire des choses en arabe à côté? C'est bien. Ça élargirait énormément la Mais il cise. dit qu'il galère déjà en français, donc. Hein? Nous galérons déjà avec la version française. Alors, En arabe, ça pourrait être en darja. Si vous... DZ Joker. oui, en Darja, pourquoi pas. Et Voilà, un type comme DZ Joker est beaucoup plus dangereux Pour le système. que le Manchar. Ouais. Donc le Manchar paraît trop intello. Hein, Pas intello, J'ai direct. Mais est-ce que vous avez déjà eu... vous avez regretté des publications quand vous avez vu leurs conséquences, le fait qu'elles aient été prises au sérieux, etc. Est-ce qu'il y a eu ce sentiment un petit peu de gêne de votre part? Voilà, oui, une fois, c'était sur Saïd Saadi. Comme quoi Saïd Saadi appelait le ministère des Affaires religieuses à réduire le ramadan à 15 jours. Et ça a pris vraiment des proportions énormes. Des gens vous ont pris au sérieux, c'est ça? Exactement. Ça a été relayé par des journaux. Et après tout... En fait, on a mal avec le second degré. Il passe pas toujours. Hein. Et pourtant, c'est vrai, mais il n'a pas réagi. Mais pourquoi vous avez des regrets? Parce que ça parce touche que à les la journaux l'ont pris au religion. sérieux. Donc la religion reste même... J'ai pas regretté, mais j'ai senti de la gêne. Oui. Alors c'était pas très... vraiment... Moi, je voulais quand même, je suis intéressé. intéressé comme éditeur, pour copier le compte de Marine Le Pen, à ce point, le compte Twitter de Marine Le Pen, aussi fidèlement, c'est quoi l'outil technique? On a envie de Je faire ne comme... sais comme- pas si je saurais vous l'expliquer. En fait, clic droit sur navigateur, inspecter. Après, vous avez le script exactement. Et vous modifiez à partir du script. Après, vous faites une capture d'écran. Donc, Et c'est là, quoi. on est tous exposés à ce type de détournement. Ouais, exact. D'accord. Comme on aurait pu détourner votre affiche Exactement. avec Nordin Bedoui. Avec Voilà. Nordin Bedoui, oui, heureusement que j'ai échappé à ça. Le Charles aurait pu me faire dire autre chose Si avec mon panneau. Si Abed apprend à faire ça, vous êtes dans de beaux draps. Merci beaucoup Nezim Baya, fondateur d'Al Manchar, d'être venu au Café Presse Politique. J'espère que c'est pas la dernière fois. Merci Merci à vous. Akram Khalif, Saïd Jafar, Ihsan Qadi et à vous pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain à 17h sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.